Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité des sexes, de l'égalité homme-femme, de tous ces combats, toutes ces tendances qui vont construire le monde de demain, que vous soyez pour ou contre. Le changement est en marche. Mais nous allons aborder ce thème avec cette question: qu'en pensent les jeunes générations, les 16, 17, 18, 19 ans? Eux qui ont grandi à une époque où les questions liées à l'égalité homme-femme sont plus présentes que jamais dans les médias et la société. Eux qui entendent parler de masculinité positive, qui vise à encourager les hommes à se remettre en question sur les normes sociales et émotionnelles restrictives qui leur sont imposées avec ces phrases: un garçon ça ne pleure pas, fais pas ta fifi, etc., etc. En général, ces jeunes générations sont plus enclines à adopter des attitudes favorables à l'égalité des sexes que les générations précédentes. Mais cela varie considérablement en fonction de leurs origines sociales, culturelles et ethniques. Pour certains jeunes, l'égalité des sexes signifie que les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes droits et opportunités dans tous les domaines de la vie. Pour d'autres, l'égalité peut être interprétée différemment. Par exemple, certains estiment que les femmes et les hommes ont des rôles distincts dans la société, mais qu'ils doivent être traités équitablement. En somme, pour cette génération, l'égalité homme-femme n'est plus une possibilité, mais un fait. Et même si leur perception peut varier selon leur contexte social, culturel ou familial, il est indispensable d'ouvrir la discussion, mais une discussion paisible, libre et inclusive. Et ce n'est pas mon invité qui va nous dire le contraire. Et mon invité, c'est vous, Aminata Konaté-Boun. Vous êtes CPE, c'est-à-dire conseillère principale d'éducation en Seine-Saint-Denis depuis de nombreuses années. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui connaît cette génération, les 16, 17, 18 ans, c'est bien vous, puisque vous les voyez évoluer au quotidien, libres de parler, libres d'agir, sans avoir les parents qui surveillent derrière. Donc, je suis très content que vous ayez accepté notre invitation. Je vais débuter avec une question toute simple. Que signifie pour cette génération l'égalité homme-femme? Est-ce que c'est un droit, une illusion, un combat ou une inégalité sociale? Bonjour Laurent, merci de m'inviter. Alors cette question pour les 18-29 ans, du moins les jeunes lycéens... Ah, vous dites 18-29 ans? Moi j'ai 18-29, quand on dit jeunes, en fait les statistiques, quand ils posent des questions sur ces jeunes-là, ils englobent les 18-29 ans. Et les 16-17 18 ans Les 16, 17, 18 rentrent aussi dedans, mais là, dernièrement, les dernières statistiques, elles vont vraiment de 18 à 29 ans. Mais on va dire 16 ans, parce que moi, j'ai des lycéens. C'est une question d'actualité, parce qu'ils sont en plein dedans. Quand on leur parle de cette question-là, j'ai envie de dire que les trois termes que vous avez employés peuvent rentrer dedans. Parce que en même temps ? En même temps, parce que c'est une inégalité sociale, parce que dans les faits, ils constatent que, bien que les droits leur permettent d'avoir exactement les mêmes droits, les droits ne sont pas genrés, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est ce qu'on a entendu mardi au Sénat lorsque les jeunes se sont exprimés. Quand on parle de ça, on parle aussi d'un combat. C'est un combat qu'ils mènent parce que chaque génération a ses combats à mener. Et justement, ce combat, c'est un combat vers plus d'équité, je crois. Ils en ont marre qu'on les renvoie constamment au genre. Ce qu'ils ont envie, c'est qu'on les traite comme des individus à part entière et non pas comme des hommes ou comme des femmes. Et j'ai envie de dire qu'ils ont bien raison là-dessus. Quand on part du principe que la France est le pays des droits de l'homme et que le préambule des droits de l'homme dit clairement les hommes avec un grand H, sans distinction de genre, naissent libres et égaux en droit, là pour le coup, il n'y a pas de distinction qui est faite. Mais quand on regarde par exemple le système scolaire, les statistiques dont on parlait quand je vous ai dit les 18-29, elles disent clairement que 49% des jeunes considèrent que le système scolaire est inégalitaire dans l'orientation faite aux jeunes. Pourtant, dans le système scolaire, nous avons des élèves. On n'a pas des filles et des garçons, on a des élèves et on les englobe comme des élèves. Et dans les faits, malheureusement, de manière peut-être inconsciente, avec l'éducation qu'on a pu recevoir, avec la société dans laquelle on évolue, inconsciemment, il y a des choses qui sont faites de manière à induire les garçons vers des matières beaucoup plus scientifiques, les filles vers tout ce qui est plus social et santé, même si maintenant il y a quand même une volonté du ministère de l'Éducation nationale de réduire tous ces stéréotypes et de permettre aux jeunes d'avoir exactement les mêmes chances. Alors là, quand je vous entends, vous parlez de genre, moi je parle d'égalité homme-femme, ça veut dire que, limite, même cet engagement homme-femme, ils le rejettent ? Il est genré. Les jeunes le disent clairement. Aujourd'hui, on a quand même une génération, cette génération Z. Mais ils veulent appeler ça comment? Égalité de quoi alors? Pas d'égalité? D'hommes.
C'est-à-dire égalité d'hommes, hommes avec un grand H, c'est l'humanisme en fait qui les intéresse. Et quand on regarde cette génération Z aujourd'hui, le genre, ils en font fi, de plus en plus. C'est un combat qu'ils sont en train de mener. On le voit dans toute cette quête identitaire où on a des jeunes garçons qui veulent pas forcément qu'on les rappelle dans ce genre-là, des jeunes filles qui veulent pas également être appelées dans ce genre-là. Donc en fait, ils font fi de ça. Je me permets de vous couper parce que vous me dites, ils rejettent le genre, mais est-ce que c'est une tendance qu'on trouve plutôt chez les filles ou plutôt chez les garçons, ce rejet? Ça, je ne saurais pas vous le dire. En tout cas, dans le combat qu'ils mènent, ils nous disent clairement qu'ils en ont marre qu'ils soient catalogués à un genre. Parce que ça voudrait dire tout simplement que les femmes ne sont pas en capacité de faire ce que les hommes font. Oui, il y a des capacités physiques que nous n'avons pas, mais à un moment donné, d'une femme à l'autre, ça varie. Il n'y a pas une généralité vraie concernant le genre féminin et le genre masculin. Et c'est ça que les jeunes nous disent. Alors, j'ai envie de dire qu'ils nous ramènent vers plus de vérité humaine, en fait. Et dans l'orientation, je reviens vers l'orientation, le temps leur a donné raison. Sur beaucoup de métiers où on disait que les femmes n'avaient pas leur place parce que pas assez intelligentes, parce que pas assez de pas assez, et ben aujourd'hui la réalité nous montre que une femme astronaute aujourd'hui c'est possible. D'ailleurs on en a eu une il n'y a pas très longtemps. Et la prochaine qui marche sur la Lune voilà, est une exactement. femme. Et on n'en parle pas suffisamment d'ailleurs. Voilà. Donc il faudrait peut-être qu'on en parle beaucoup plus pour permettre toutes ces vocations et permettre aux jeunes de se projeter au-delà du genre justement. Aminata, quel est l'impact pour cette génération qui est née avec les réseaux sociaux? Parce que je reste sur mon idée de genre, parce que vous m'avez surpris là, avec cette distinction entre l'égalité homme-femme et la volonté d'humanisme et d'égalité homme, avec un grand H. Est-ce que les réseaux sociaux ont influencé est-ce qu'aussi quelque part, ils n'ont pas envie de s'approprier un combat qui leur est propre avec leurs propres mots, avec leur propre signification, avec leur propre distinction? Il est clair que les réseaux sociaux facilitent ce combat parce qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux. Ce sont des outils qu'ils manient. Ils influencent aussi? Les réseaux influencent, mais les réseaux et les médias, ou j'ai envie de dire tous les outils de communication, toujours influencés. Et d'ailleurs, la vocation d'information, elle s'accompagne aussi d'influence. Je vais reprendre encore tous les stéréotypes aussi qui sont véhiculés par les médias ou les réseaux sociaux. On en avait parlé au Sénat mardi sur la journée qui avait été consacrée aux jeunes. Mardi, parce que nos téléspectateurs n'y étaient pas, mardi matin au Sénat, il y a quelques jours, vous avez fait une matinale dans le cadre de votre autre activité, puisque vous avez une association, c'est ça? Alors là, non, c'était dans le cadre de mon métier de conseillère principale d'éducation, puisque j'y étais avec des élèves. Et voilà, il y a une matinée autour justement de l'égalité homme-femme, et nous étions présents tous les deux, et il y avait des jeunes de votre lycée qui ont entendu des gens et des femmes exemplaires, comme la première bâtonnière et d'autres personnes qui ont donné l'exemple en disant, qui ont partagé leur parcours et leur expérience. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors cette matinée organisée par l'association Expression France et RB Associés, donc moi en tant que conseillère principale d'éducation, j'y ai emmené justement avec ma collègue un groupe de jeunes filles. Et ce qui était clair et présent en fait dans cette matinale, c'est que les jeunes ont voulu prendre la parole pour s'exprimer et pour dire clairement qu'ils avaient leur mot à dire et qu'ils ne voulaient pas qu'on parle pour eux. Ils n'ont pas tort. Un combat, soit on le mène, soit il est mené par d'autres, mais ce n'est pas forcément notre combat. Et c'est ce qu'ils nous disent en fait au quotidien. Ça, c'est une grande différence. Et moi, je pense que c'est en ça que c'est important. Et les outils, ils s'en saisissent. Les outils liés aux médias, les réseaux sociaux. Mais j'aimerais revenir sur mon propos qui consistait à dire que les médias influencent. Il avait été dit lors de cette matinée ils influencent ou ils confortent? Ça peut être les deux. Moi, je pense que les deux ne sont pas, ils sont pas contradictoires. On sait qu'avec les algorithmes, on a tendance à regarder que les choses qui nous intéressent et pour lesquelles on est d'accord ou que l'on cautionne. Donc la question, c'est est-ce qu'ils influencent ou est-ce qu'ils confortent? Les deux sont pas contradictoires. Ça dépend de l'objectif visé au moment T. Là, pour le coup, je vais dire qu'ils influencent. Quand je reprends les métiers de l'informatique, où au départ ces métiers il y avait plus de femmes dans ces métiers-là, et que finalement ces métiers-là se sont masculinisés, il y a eu quand même des slogans qui ont été forts, qui disait clairement que si une femme arrive à programmer, il est à la portée de tous. Donc c'est très réducteur pour la femme. Et mine de rien, on a vu les femmes s'effacer petit à petit. Donc il y a quand même eu une influence là-dessus. Après, il y a aussi toute cette société patriarcale qui considère que quand on rentre dans des questions d'argent et dans des questions sérieuses, c'est une affaire d'hommes. Et là, on efface les femmes petit à petit. Pourtant, c'était un métier où les femmes étaient présentes. Donc là, il y a eu quand même une forte influence des médias et une forte influence des outils de communication qui existaient. Mais pour revenir à cette génération Z qui utilise les réseaux, ils l'utilisent dans tous les combats qu'ils font. C'est leur moyen d'expression, c'est leur
leur outil de référence aussi, parce que c'est là qu'ils vont chercher... Leur combat, c'est justement cette égalité, le climat et leur avenir. Leur avenir. Leur avenir, exactement. Oui, exactement. Ce sont les 3 champs sur lesquels ils se positionnent, à juste titre, parce que c'est leur société. Nous, on va leur laisser, et puis c'est à eux de construire ce futur-là. Et comment le construire s'ils ne sont pas audibles, s'ils ne s'expriment pas? Alors, je le disais, vous êtes conseillère principale d'éducation Seine-Saint-Denis. Une de nos journalistes a une question à vous poser concernant justement votre activité et cette génération. On écoute. Bonjour Aminata, une question simple, vous êtes CPE en contact avec la jeunesse. Quels sont les moyens mis en œuvre par l'Éducation nationale pour transmettre la question de l'égalité homme-femme auprès des jeunes? Et moi, je pose une autre question. Est-ce que l'Éducation nationale a bien pris conscience de cette tendance, de ce mouvement ? Oui, je pense qu'au-delà de l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est toute la société qui a pris conscience de cette nécessité d'éduquer les jeunes à cette égalité homme-femme et de cette nécessité de lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination qui peuvent exister. Donc, dans le cadre des luttes contre les discriminations, oui, il y a des choses qui sont mises en place. Cette matinale à laquelle j'ai participé concourt aussi à ça. J'y suis allée dans le cadre de mon travail, accompagnée de jeunes pour qu'ils puissent se saisir de la question. Donc, on a préparé quand même en amont ces prises de parole. Mais ça, c'est vous à titre personnel? Non, c'est pas à titre personnel, c'est dans le cadre de mon vous travail. Vous êtes mandaté pour ça? Ça fait partie de nos missions, en fait. D'accord. Ça fait partie de nos missions de lutter contre toutes les formes de discrimination et d'être aussi dans des choses qui promeuvent, en fait, l'égalité homme-femme. Nous, on a des formations. On a des formations au sein du ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir accompagner nos jeunes. Il faut savoir que toutes ces questions-là, qui sont des questions qu'on a l'air de découvrir aujourd'hui, elles existaient déjà depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, elles sont beaucoup plus présentes parce que la société est avant-gardiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, les femmes refusent de se taire, et puis à juste titre, et puis c'est une question d'égalité sociale, tout simplement. Il n'est pas possible qu'un pan de la société, la majorité, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, soient mises de côté simplement parce que ce sont des femmes. C'est juste une aberration. Et je le dis souvent, quand on parle de cette journée du 8 mars, moi, ça m'irrisse le poil, parce que c'est pas une fête. Cette journée, c'est une anomalie. Elle existe justement parce qu'il y a des discriminations, parce que les femmes sont discriminées parce qu'elles sont femmes. Et c'est pas normal. Et ça, on le répète pas suffisamment. Alors, je vous posais la question de l'influence des réseaux sociaux sur cette génération. A contrario, quelle est la place maintenant de l'entourage, de la famille? Est-ce que la famille est encore audible? On a l'impression qu'il y a un tel écart, alors même pas générationnel, mais temporel. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a accéléré nos sociétés dernièrement, on parle en ce moment de l'intelligence artificielle, mais le Covid a été un accélérateur de tendance. On a l'impression qu'il y a eu un fossé qui s'est créé, et ça, dans toutes les classes sociales, il y a eu un fossé qui s'est créé entre des parents génération X ou Y, et des jeunes maintenant, génération Z. Quel est leur poids et quel est leur impact et est-ce qu'ils sont en capacité d'accompagner ces jeunes? J'ai envie de vous dire, l'entourage familial, c'est l'environnement premier, il est primordial. Nous, ce sont nos partenaires principaux dans l'éducation des élèves. Il faut les former aussi, des fois? Je pense qu'il y a besoin de formation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces parents-là, ils font avec ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de mode d'emploi du bon parent. Donc forcément, ils font avec ce qu'ils peuvent, avec l'éducation qu'ils ont reçue, avec aussi une antériorité temporelle qui n'est pas forcément celle de la jeunesse d'aujourd'hui. Et nous, tout notre travail, c'est de réussir à lier les deux. Et c'est en ça qu'on dit que ce sont nos partenaires. Parce que ce qu'on arrive à mettre en place avec les élèves, il faut que ça ait aussi un écho au sein de la cellule familiale. C'est pas toujours le cas. Et il est vrai que c'est compliqué. Même nous, qui aujourd'hui sont un peu plus initiés, on est en décalage avec nos enfants, parce que forcément, on n'est pas forcément de la même génération. Mais ce qu'il faut aussi entendre, c'est que cette question d'égalité homme-femme, son berceau, il est au sein de la cellule familiale. C'est aussi l'éducation qu'on va donner à nos enfants, et c'est en ça qu'il ne faut surtout pas qu'on mette de côté la cellule familiale. Il faut qu'on travaille conjointement avec cette cellule familiale pour qu'elle intègre que si on veut une société beaucoup plus égalitaire, il faut que les parents, dès le plus jeune âge, ils aient aussi des messages positifs à destination de leurs enfants, qu'ils aient des messages qui soient des messages, on va dire, unisexes. C'est pas à la fille de ranger la chambre et de faire le ménage et de faire la cuisine. C'est à tout le monde. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire entendre. Il faut que les parents l'intègrent, le comprennent et accompagnent les enfants au mieux. Parce que je parlais tout à l'heure de l'orientation au sein de l'éducation nationale, mais l'orientation, elle se fait aussi avec les parents. Beaucoup de parents ont dit à leurs enfants, non, il vaut mieux que tu deviennes infirmière. Ils disent pas médecin, ils disent infirmière. Voilà, parce que c'est un métier beaucoup plus féminin pour eux. Et puis c'est à la portée de leur fille. Donc on laisse pas les ambitions s'exprimer.
Et l'important, il est de laisser les jeunes parler, s'exprimer et de les accompagner. Mais est-ce que vous avez, honnêtement, est-ce que dans votre établissement, vous voyez des enfants qui souffrent par nécessité d'être presque schizophrènes, avoir un comportement et une façon d'agir chez eux et se libérer totalement au lycée ou à l'extérieur avec leurs amis? Est-ce que vous voyez des souffrances? Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Comment vous faites pour essayer de les aider à absorber ça et supporter ça? Ces souffrances, elles sont présentes, parce que forcément, quand on quitte la cellule familiale, on essaie de fermer la porte et on arrive avec autre chose. Et ils nous le disent. Quand on leur dit pourquoi est-ce que tu as eu tel comportement, je ne comprends pas. Oui, mais moi, on m'a toujours dit ça. Qui? J'ai toujours entendu ça. Et j'ai toujours entendu ça où? De mes parents ou de l'environnement dans lequel j'évolue. Donc oui, on a ce genre de situations qui sont compliquées à gérer, mais qu'on arrive à gérer. Moi, dans mon métier de conseillère principale d'éducation, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est que je suis dans l'individualisation. Je prends les élèves un par un, j'ai pas 25 élèves, je les reçois dans mon bureau, la parole est beaucoup plus libre parce que j'ai le temps, déjà dans un premier temps. Deuxièmement, c'est ma fonction, c'est de les accompagner, les écouter. Et avant même d'être à leur service, c'est d'abord de les écouter pour pouvoir répondre au mieux, de pouvoir les accompagner au mieux. Donc forcément, quand on libère cette parole, c'est une mine d'informations. Parce que ça nous permet de comprendre pourquoi l'élève a eu telle attitude. Et c'est ce qui va nous permettre de nous dire, finalement, c'est pas forcément de sa faute. Il faut qu'on arrive à déconstruire certaines choses. Et la déconstruction, elle ne se fait pas uniquement à l'école, elle se fait aussi conjointement avec les parents. C'est pour ça que ce sont nos partenaires premiers. Il faut qu'on puisse les appeler pour leur dire, il s'est passé ça. Est-ce que vous pouvez venir pour qu'on en discute? L'idée, c'est pas de dire aux parents, vous avez bien fait, vous avez mal fait. Non, c'est de dire, ce n'est pas possible, ce n'est pas admis au sein de l'éducation nationale, au sein de l'école, au sein de la société. Donc il faut qu'on arrive à changer les choses. Il y a un autre handicap quand on est engagé, quand on est jeune, c'est faire face au groupe. Et Dieu sait si le groupe a de l'importance dans un établissement scolaire. Comment ça se passe pour les élèves qui se retrouvent face à d'autres qui sont beaucoup moins enclins à entendre ces débats autour de l'égalité homme-femme pour multiples raisons, parfois des croyances très enracinées, quelles qu'elles soient. Comment vous gérez les tensions et comment vous essayez de faire comprendre, parce qu'on a bien compris que vous étiez plutôt pour cette liberté de parole, et comment vous agissez face à ceux qui sont obtus, qui ne veulent rien entendre, qui ont des arguments qui parfois peut-être même vous dépassent et qui vous sont incompréhensibles? Comment vous faites? Vous savez, le levier premier qu'on a, nous, c'est au sein d'un établissement scolaire, c'est le règlement intérieur. Tous les élèves de l'établissement signent ce règlement intérieur, donc ça induit qu'ils l'aient lu et qu'ils y aient adhéré. Ensuite, il y a des temps de parole qui sont mis en place. Je parlais des ateliers d'art oratoire que j'avais mis en place, moi, dans différents établissements, pour libérer la parole des élèves, pour entendre ce qu'ils aient à dire sans qu'ils se censurent. Parce que c'est là qu'ils sont vrais et qu'ils nous disent clairement les choses. Et à partir de là, à partir de cette parole qui a été libérée, on va pouvoir leur dire, là, tu ne peux pas dire ça, parce que c'est un délit, parce que c'est puni par la loi, parce que tu vas à l'encontre de la liberté de quelqu'un. Et on rentre dans l'échange. Mais il y a des choses qui ne sont pas admises parce que c'est comme ça, un point c'est tout. Et puis si on ne respecte pas ces choses-là, elles sont punies par la loi. Et là, pour le coup, ça va beaucoup plus loin. Mais nous, au sein de l'éducation nationale, on a aussi des leviers qui sont des leviers liés aux sanctions. Mais ça, c'est l'ultime levier. Ouais. On veut vraiment aller vers le dialogue, vers l'échange. C'est pas toujours évident. Mais ce qui est intéressant dans le métier qu'on mène, c'est qu'au départ, on voit ces frictions, mais on arrive à les faire changer de position. Et c'est tout ce travail de déconstruction. C'est-à-dire qu'ils ont des convictions qui sont tellement ancrés qu'ils ont l'impression que s'ils changent d'avis, ils se dénaturent, ils n'en sont plus eux-mêmes. Mais l'objectif, c'est justement de les faire grandir, de les faire évoluer et de leur dire tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Il suffit simplement que tu puisses s'exprimer de manière convenable. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Vous avez eu des grands moments de fierté d'avoir eu, alors fierté peut-être, oui fierté, vous à titre, dans le cadre de votre profession, vous avez dit là mon travail a porté ses fruits et j'ai entendu telle personne qui avait un discours tellement différent avant et ça vous conforte dans votre travail, ça vous donne encore plus d'envie de vous battre, j'imagine que oui, sinon vous ne le feriez pas. Oui, on ne tombe pas par hasard dans le métier que je fais et j'ai la chance d'avoir choisi mon métier, donc je m'épanouis pleinement dans ce que je fais. J'ai envie de vous dire, moi j'ai que ça pratiquement des sentiments de fierté. Après, j'ai aussi des échecs, mais les sentiments de fierté sont beaucoup plus importants parce que je les amène à grandir, je les amène à se construire, je les amène à savoir s'exprimer, quel que soit l'endroit où ils iront, et à occuper tout l'espace de la République. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et les élèves que j'ai emmenés avec ma collègue mardi dernier sont un de ces exemples, mais c'est aussi ceux de l'atelier d'art oratoire que j'accompagne. Et dernièrement, dans le cadre du collectif Puissance de femmes au musée d'Orsay,
les jeunes de l'atelier d'art oratoire sont montés sur scène justement pour s'exprimer sur cette égalité homme-femme. Ma fierté, c'est que avec leurs propres mots, ils arrivent à s'exprimer, à se faire entendre et à permettre à d'autres personnes d'adhérer à ce qu'ils pensent. Et là, pour le coup, on a vraiment travaillé la manière de s'exprimer. Et là, ils s'envolent. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de les aider à voler de leurs propres ailes et à pouvoir être des caméléons, quel que soit l'endroit où ils iront. Alors, ce sujet d'égalité homme-femme, il est mondial. Tout le monde en parle. Toutes les femmes du monde le revendiquent. Vous savez très bien que Télé Sud est très regardé en Afrique. Donc notre correspondant au Burkina Faso, Edem Aebla, est allé tendre son micro dans les rues de Ouagadougou, c'est bien ça. Il est allé tendre son micro dans les rues de Ouagadougou. On écoute les réponses. Il a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité homme-femme? Et après, j'ai hâte d'entendre... Enfin, on se revoit après. Allez. Très bien. L'égalité entre la femme et l'homme, je suis pour. On te dit l'égalité entre la femme, toi tu sais. Dans le fond, la femme doit attacher le pagne. Quand elle vient au service, même si elle est DG, elle vient au service, elle a ses employés. Elle peut donner des ordres. Mais arrivé, même si ton mari est mécanicien, c'est ton mari. On ne t'a pas forcé à vous unir, c'est toi qui as accepté. Donc, tu te mets à ta place pour la bonne cause. Non, je dirais non. Ici, je pense qu'on ne va pas parler d'égalité, mais on se complète. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que tout ce que l'homme avec petit H peut faire, la femme aussi peut faire, oui. Mais ça c'est dans le cadre du travail. Autrement dit, il y a des sujets où, même dans nos confessions religieuses, dans notre société, alors il y a des moments où ce n'est pas la femme qui doit franchir. Et il y a aussi des moments où c'est la femme, on a besoin vraiment de la femme pour que la femme, en fait, quand on parle d'une grande famille, là, il y a des moments où il faut que ce soit une femme qui vienne faire quelque chose. Donc, il n'y a pas d'égalité, en fait, en réalité. Égalité intellectuelle, oui. L'égalité intellectuelle entre l'homme et la femme, parce que nous avons des présidentes femmes aujourd'hui, des présidents hommes également. Voilà. Et côté intelligence, il n'y a pas de souci. Mais physiquement, et il faut toujours noter que l'homme reste plus fort physiquement que la femme. Donc de ce côté, il n'y a pas d'égalité. La masculinité positive, je suis d'une part d'accord, je me justifie. Si des hommes peuvent prendre cause pour des femmes, peuvent défendre la cause de la femme, comprendre les douleurs de la femme et puis essayer de les aider dans ce sens, sans intérêt, je suis pour cette masculinité positive. Mais la masculinité positive qui va virer vers l'homosexualité, par exemple, là, c'est à bannir de nos sociétés. Alors Aminata, il y a beaucoup de oui, mais... Parce qu'après, on va juste parler de la masculinité positive. Il y a beaucoup de oui, mais... Comment vous l'interprétez ? Le oui mais, c'est exactement la société dans laquelle on évolue. Hein. Le patriarcat qui a été mis en place, quand on leur demande « mais l'égalité homme-femme, ça vous évoque quoi ?» Ils nous disent la même chose, hein. Oui mais. Donc moi ce que j'ai envie de dire par rapport à ça... C'est ce mais qui va être difficile à supprimer ? C'est ce mais qui va être difficile à supprimer, parce que ce mais doit être supprimé. Moi je crois qu'on est dans une question d'équité et de complémentarité, ça a été dit. On n'est pas dans une égalité mathématique. Si on était dans une égalité mathématique, c'est la femme qui enfante, c'est la femme qui donne vie. Ça c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est une question de génétique, c'est une question de voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement et ça ne changera pas. Donc il y a des égalités qui ne se font pas. Nous, ce dont on parle, c'est vraiment ces inégalités sociales qui nous posent problème. Et il est vrai que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas dans d'autres continents, hein, puis même en Europe, hein, il suffit de regarder les évolutions des droits des femmes. Hein. Aujourd'hui, je pense que si on faisait un micro-trottoir, en fonction des générations, on aurait des réponses similaires à celles que nous venons d'entendre. Oui. Donc oui, ce mais, il est présent, mais tout est de savoir qu'est-ce qu'on entend derrière ce mais. Parce que pendant très longtemps, ce sont les hommes qui ont décidé pour les femmes. C'est eux qui ont mis les choses en place pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes, elles revendiquent déjà ce droit à la parole, elles revendiquent ces places qui leur sont dues en fonction des compétences qui sont les leurs et pas en fonction du genre. Je dis bien, hein, c'est bien lié aux compétences. Et c'est en ça qu'il faut qu'on soit entendu. Et ces évolutions de mentalité, elles s'accompagneront de faits. Si elles ne sont pas accompagnées de faits, ça ne sert strictement à rien. Ça a été évoqué mardi par une de mes jeunes qui trouvait que la loi Rixain, elle est bien intéressante, mais elle sera mise en œuvre qu'en 2026. Pourquoi attendre 2026 alors que la loi, elle est là? Donc à partir du moment où les délits sont constatés,
Il faut que ce soit puni, tout simplement. Parce que des fois, il faut taper du poing sur la table pour que les lois soient respectées. Alors, on parle beaucoup des filles, de leur combat, mais dans ce combat, on l'a bien compris, le rôle des garçons est primordial. Et alors, on va bientôt arriver au terme de l'émission. Donc, une dernière question autour de cette notion de masculinité positive qui, je le rappelle, est une mouvance qui promeut la gentillesse, l'empathie, le respect chez les hommes, plutôt que l'agressivité ou la violence, mais qui est aussi malheureusement très souvent associée à l'homosexualité, à la féminité. Et souvent, quand on entend des gens, oui, l'égalité homme-femme, il y en a qui comprennent, donc ça veut dire que les hommes doivent être comme des femmes, donc s'ils sont comme des femmes, ils sont homosexuels. Les clichés ont encore la vie dure. Est-ce que c'est aussi le cas dans votre lycée, dans votre établissement? Oui, je pense que les clichés ont la vie dure, pas forcément dans l'établissement dans lequel je suis, mais dans les établissements en général. Mais dans le vôtre comme les autres. Dans les établissements en général, oui, les clichés ont la vie dure, mais ces clichés, ils viennent d'où? Ils viennent d'un socle, soit du socle familial, soit de l'environnement dans lequel on est, soit des mots inconscients qu'on utilise. Tu es un garçon, c'est comme ça, tu ne dois pas te comporter comme ça. Mais un garçon, c'est pas emotionless. Un garçon, c'est un être humain. C'est quelqu'un qui, s'il a envie de pleurer, doit pleurer. S'il a envie de porter quelque chose de rose, il a le droit de le porter. S'il a envie de jouer avec une poupée, il a cette liberté de pouvoir la faire. C'est aussi cette question de liberté qu'on enlève aux hommes, quelque part. C'est au début, dans l'environnement, dans la famille qu'on l'enlève. Bien sûr. Mais c'est d'abord dans la cellule familiale. Après, la cellule familiale, c'est au sein de l'école. Parce qu'on te donne le ballon dans la cour de récréation. Et la marelle pour les filles. La corde à sauter pour les filles. Les gants de boxe pour le garçon. Ben non, il faut laisser les jeunes aller vers ce qu'ils veulent, les enfants aller vers ce qu'ils veulent. Si la fille, elle veut aller vers la voiture, elle va vers la voiture. Et si le garçon, il veut aller vers la poupée, il va vers la poupée. Et je pense que ces stéréotypes, on les associe aussi à une notion de faiblesse. Oui. Un homme qui pleure, c'est tout à fait normal. S'il pleure, c'est qu'il y a une douleur quelque part, ou en tout cas, il y a quelque chose qui doit être évacué. Et il faut que ce soit évacué. Et cette notion d'agressivité, il y a des femmes agressives, il ne faut pas les chercher. Donc voilà. Mais dans la cellule familiale, ce sont des choses qui ont été ancrées et la société les fait perdurer. Et nous, au sein de l'école, on essaye de gommer tout ça, mais c'est pas évident. Parce que nous, on n'arrive pas vierge de tout ça. On a aussi une éducation, on a aussi grandi dans des environnements qui sont propres, soit culturels ou autres, mais en tout cas, et on essaye de se défaire un petit peu de tout ça, et c'est pas toujours évident. Et c'est en ça que je dis que des fois, il y a des messages inconscients qui sont véhiculés. Il faut qu'on arrive à gommer. Oui, mais t'es un garçon. Non. Allez, une dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'émission, une question très difficile. Vous êtes confiante pour l'avenir, pour cette génération ? Non, elle n'est pas si difficile que ça, parce que moi, je suis une éternelle optimiste. Voilà, moi, je crois que les solutions, elles sont en nous, et les jeunes sont en train de se saisir de ça. Tout à l'heure, on en parlait de la manière dont ils se saisissent des réseaux sociaux, et là, je mets quand même des warnings, parce que l'utilisation, il faut qu'ils apprennent aussi à l'utiliser, et à ne pas faire confiance à tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Surtout avec tout ce qui arrive. Voilà, avec tout ce qui arrive aujourd'hui. Mais les jeunes mènent leur combat aujourd'hui. Et quand on les écoute parler, on est toujours ébahis de se dire ce sont des jeunes qui s'expriment comme ça, mais ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils ont leur code, ils ont leur manière de s'exprimer, mais ils savent ce qu'ils veulent et ils l'expriment très bien. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment entendus et qu'on ne leur donne pas suffisamment la parole. Mais moi, j'ai confiance en eux, ils l'apprennent. Donc voilà. Eh bien, on va rester sur cette note positive. On va terminer sur cette note positive. Aminata Konateboun, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et participé à ce TLS. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ce TLS Plus est terminé et comme vous le savez, comme à chaque fois, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS Plus. Et comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir.